Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on n'a fait que ce qui est fort fut juste. Blaise Pascal. C'est un peu désespérant, ça semblerait indiquer que la justice ne peut pas être forte et que donc il faut que la force se fasse passer pour la justice. Bonjour Marthe Trévidic. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rien. Je vais vous présenter très brièvement, mais beaucoup de nos téléspectateurs vous connaissent déjà. Vous avez 60 ans. Vous êtes magistrat et vous êtes actuellement responsable du pôle criminel à la Cour d'appel de Versailles. Vous avez par ailleurs écrit 12 livres, 4 BD, 6 essais, 2 fictions, mais surtout vous avez exercé comme juge antiterroriste de 2006 à 2015 à Paris, et c'était ce qu'on qualifie d'âge d'or de l'antiterrorisme. Ah oui. Oui, donc vous avez résumé gardé la substantifique moelle de cette expérience très très intense dans ce livre très complet, je dirais, que vous nous livrez aujourd'hui. Justice présumée coupable, c'est publié aux éditions Albin Michel. Et vous me permettez de dire que c'est vraiment le fruit pour moi d'une observation empirique de la société actuelle, tous azimuts, et le fruit aussi de ce travail assidu que vous avez fait de façon extrêmement rigoureuse dans votre cadre de magistrat patenté. Et il y a quelque chose dans ce livre qui me semble être comme une promenade d'une réflexion intérieure en permanence en mouvement sur le métier de magistrat, à quoi ça rime aujourd'hui, comment le faire bien et comment il pourrait être mieux exercé. C'est ce que je voulais faire en tout cas. Ouais, c'est réussi. Beaucoup. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs aujourd'hui, parce que les livres mauvais, on n'invite pas les auteurs, vous savez. Vous avez bien raison. C'est une vraie sélection. Je vais vous poser des questions un peu indiscrètes au début, parce que quand on est debout, on se dit que vous pouvez vous défendre. Est-ce que vous êtes un juge têtu ? Alors, je suis têtu, y compris dans la vie privée, donc pas que comme juge. D'où vient cet entêtement ? Alors, je pense quand même que famille de ma mère basque, famille de mon père breton, ce sont des caractères forts quand même. Donc je pense que ça doit venir de là. Quand mon père ou ma mère décidaient quelque chose, ils le décidaient vraiment. Et puis c'était pareil pour les grands-parents. Il y a quelque chose dans votre famille paternelle d'une filiation d'ébéniste, si j'ai bien lu. Oui, mon grand-père à Quimper était ébéniste. Et est-ce que dans le travail du bois, vous voyez, la patience, mais aussi cette persévérance et ce travail qui rend sage, puisque Saint Joseph était lui-même charpentier, vous diriez qu'il y a quelque chose d'une explication ? Ouh là là, je vais loin, je n'avais pas été chercher si loin, mais effectivement, c'est du travail d'ébénisterie, mais on travaille la matière. Oui, qui vous résiste parfois. Qui résiste, et je vais dire, c'est un peu facile, j'ai un peu travaillé la matière humaine, moi. Qui résiste encore plus. Et qui est plus retors, je dirais. Ah oui, plus difficile à manier, ça dérape vite. C'est largement aussi compliqué que le bois. Votre métier, c'est aussi, pas seulement du bois, mais c'est aussi de tirer des fils. Comment résistez-vous à ce que vous qualifiez très bien de conviction intime Comment résistez-vous à la tentation de verser vers votre intuition ? Oui, celui-là, il a vraiment une tête de coupable, c'est une évidence. Comment faites-vous ? Je crois que c'est ça le métier de juge. C'est de le savoir d'abord, qu'on peut se trouver emporté, mais on a une conviction au départ. Et c'est la technicité qui aide, je trouve. C'est-à-dire que même si on a une conviction, on va faire toutes les investigations nécessaires. Ce qui fait que ces investigations, elles vont avoir lieu. Donc si on s'est trompé, on va le découvrir. On va faire la téléphonie, la vidéosurveillance, tous les moyens techniques aujourd'hui. Et parfois, on est surpris. Par contre, si on se dit, j'ai une conviction, donc j'arrête de bosser, puisque j'ai les éléments qui me suffisent, donc rien à faire, il a dit qu'il était à tel endroit ou telle chose, vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut quand même faire le boulot, quitte à être détrompé par les preuves matérielles qu'on va recueillir. Et pour organiser ça, vous avez par exemple un protocole quasiment personnel de vous dire, bon là je fais du balisage, écoute téléphonique, vidéo, dossier de fond. Bien sûr. Vous avez quasiment, parfois vous vous dites, bon là j'y vais un peu avec des pieds de plomb parce que mon idée est faite, mais je vais quand même aller au bout de cette rigueur-là. Alors, tout à fait. C'est ça que j'ai en moi, c'est-à-dire le B.A.B.A. Un plombier a son B.A.B.A., j'ai un électricien aussi, enfin, sauf s'ils sont mauvais. Et en fait, c'est assez facile. Par contre, ça demande à obliger les enquêteurs ou les experts à le faire aussi. Parce que souvent, quand il y a des aveux, par exemple, c'était le cas dans le temps, ou de l'ADN aujourd'hui, on a ce qu'il nous faut, on remballe, on passe à autre chose, parce qu'il y a plein de boulot.
Mais si on dit non, 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 moi je m'en moque qu'ils les avaient ou pas, on va faire le protocole classique, on va faire les vérifications habituelles, peu importe. Donc ça demande de l'exigence, ça demande de taper du poing sur la table, par contre, que je fais dans beaucoup d'enquêtes. Pour éviter que la paresse s'installe ou l'inertie ou qu'on se contente de ce qu'on pense être fiable à un moment donné, et on va apprendre plus tard que ça ne l'était pas, notamment les aveux, et on n'aura pas sauvegardé les données. Vous voyez, la téléphonie, on peut la garder qu'une année. Si on n'a pas fait nécessaire avant, on la perd. On la perd, ouais. Il y a un cas qui m'a beaucoup intéressée, qui est celui de ce président Habyarimana au Rwanda, qui est donc assassiné en plein vol. Et c'est ce qui déclenche ce génocide rwandais qui causera en quelques jours 1 million de morts. Donc on vous confie ce dossier, le juge Bruguière vous confie ce dossier en disant « Mon idée est faite, bon, il n'y a plus qu'à finir, à fermer cette affaire. » C'est ça. Donc il avait envoyé les mandats d'arrêt, donc il y a une rupture des relations diplomatiques. Tout était déjà engagé. On était quasiment en queue de comète d'une instruction. Et vous vous dites, je vais quand même aller vérifier, je vais reprendre en amont. Oui. C'est très étonnant, cette persévérance. Quand je dis entêtement, il y a quelque chose de... C'est exactement la question d'avant. Ouais. On parlait du b.a.-ba des enquêtes. Vous imaginez une enquête, une instruction judiciaire sur un avion qui a été abattu sans qu'on voie et on fasse expertiser les débris de l'appareil et qu'on fasse de la balistique. C'est pas possible. La provenance du... c'est pas possible. Simplement, c'est le b.a.-ba. De la même façon que pour les moines de Tibérine, ça n'existe pas une enquête criminelle sans une autopsie qui n'avait pas été faite. Moi, il fallait que j'aille voir les têtes. J'ai besoin de parler de ça avec vous, mais je voulais consacrer à la deuxième partie de cette émission parce que c'est une affaire aussi. On en reparlera après. Mais pour dire simplement, c'est le b.a.-ba aussi. Une affaire criminelle, il faut une autopsie. Un avion qui est abattu, même quand c'est accidentel, il y a un bureau enquête accident. Vous voyez, on ne peut pas le faire dans une enquête criminelle sans passer. Donc j'ai simplement fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire une expertise qui n'avait pas été faite, c'est tout. Et après, le résultat arrive dans un sens ou dans l'autre. Et vous semblez dire là quelque chose que j'ai lu aussi en filigrane dans le livre, mais c'est comment emmener mes hommes, les enquêteurs, les services qui sont vraiment sous votre tutelle administrative, comment vous les emmenez vers cette ambition assez louable de la vérité objective en fait. Il faut les motiver. En plus, on a rapidement des liens forts qui se font avec des gens qu'on connaît souvent et leur expliquer voilà pourquoi je le fais. C'est pas juste, je vais prendre un gros mot pour emmerder tout le monde et refaire une enquête. C'est pas du zèle. C'est pas ça du tout. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Je peux pas clôturer ce dossier dignement si j'ai pas fait le truc essentiel qu'on fait pour un avion qui a été abattu. Voilà. Et pareil, une autopsie pour une affaire criminelle d'homicide, je suis bien obligé de la faire. J'ai lu que votre mère était née à Dakar et qu'elle y grandit jusqu'à l'âge de 16 ans. Exact. Est-ce que vous diriez que dans votre caractère, elle a semé quelque chose de cette façon très vivante d'être, très vivante et très vive, disons. Une curiosité sur le monde, ça c'est sûr. Une curiosité sur le monde. Elle a une enfance peu banale, mais enfin que pas mal de Français ont eu quand il y avait... Qui était assez joyeuse en général. Oui, qui était assez joyeuse, des bons souvenirs. Elle s'est très impliquée au début de sa carrière professionnelle. Elle était dans un journal africain. Après, elle était dans une association d'enseignement, l'Amicale de l'enseignement des étrangers, qui à l'époque permettait de faire les papiers administratifs et d'enseigner les migrants, parce que c'était une époque où on ramenait énormément de main-d'œuvre étrangère, donc il fallait organiser un peu tout ça. Puis après, avec le premier choc pétrolier vers la fin des années 70, au contraire, les subventions sont tombées, donc ça s'est arrêté. Mais elle était très engagée dans cette aide. Et vous-même, vous voyagez très tôt dans votre parcours. J'ai vu que, en fait, enfin, si j'ai mes informations, vous êtes parti vers les pays, mais plutôt du Proche-Orient. Tout à fait. Y compris, j'ai traversé des déserts à 18-19 ans. J'ai appris l'arabe à cette occasion. J'étais au Yémen comme touriste. C'était pas vraiment si facile que ça dans certaines périodes un peu plus calmes. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé les déserts, notamment, mais un côté très romantique, naïf. J'ai lu Laurence d'Arabie, puis voilà, j'étais un orientaliste. J'étais Laurence d'Arabie. Oui, vous étiez un orientaliste. Ouais. Quand vous découvrez que votre supérieur ne transmet pas votre rapport d'admission à l'ENM et que vous êtes coincé dans ce service militaire extrêmement laborieux, où vous devez repeindre une porte de caserne tous les jours, est-ce qu'il y a quelque chose dans vous de colère, d'injustice, de sentiment que c'est pas la place juste pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui est de l'ordre de la colère? Alors, de la colère, j'avais constaté que le service militaire, à l'époque, 1 an, c'était effectivement un peu tout et n'importe quoi. Il faut être clair. Il y a des pistonnés, il y a les non-pistonnés, on est à la merci de son adjudant-chef, il peut être très bien,
Mais s'il n'est pas bien, on est à sa merci totale. Il y a beaucoup d'injustices. C'était le cas, là. Ouais, il y a beaucoup d'injustices qui sont commises. Donc, j'en ai plutôt tiré mon parti en me disant, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut me faire? Dans un an, je suis rendu à la vie civile. Je vais faire mes rapports pour expliquer. Vous a pas... C'était un peu. Beaucoup de gens perdaient leur temps au service militaire. Malheureusement, il y en a qui en ont profité. Il aurait fallu le réformer pour que les gens perdent moins de temps plutôt que le supprimer, pour que ce soit bénéfique pour tout le monde, pour la société d'une manière générale. Les seules fois où je n'ai pas perdu de temps, c'est parce qu'il y avait une grève des transports et donc on a été chercher les civils pour les mettre dans des camions. On a servi à quelque chose. Il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus rien. À part ça, c'est tout. À peu près. Mais bon. Mais c'est quand même un souvenir. J'avais une dernière question, mais vous avez les Stones, Dylan, le Velvet Underground, Lou Reed. Pour vous, ça vous donne de l'énergie? La seule chose qui me donne vraiment de l'énergie, c'est la musique. C'est le rock. C'est le rock. C'est une musique qui donne de l'énergie, oui, ça c'est clair. Voilà, c'est la musique de l'énergie, tout simplement. Et donc moi, aussi parce que j'ai navigué là-dedans, dès l'âge de 10 ans, mon oncle me faisait passer le Velvet Underground, donc j'étais complètement noyé là-dedans. Et dans les grands moments de tension professionnelle que vous avez eus, les grandes affaires extrêmement anxiogènes que vous aviez à traiter, est-ce que vous aviez l'espace pour allumer le son et augmenter le volume? Là, c'est plutôt, je prends ma guitare électrique et je la mets à fond et je joue. En plus, on dépense son énergie, donc c'est mieux. Si vraiment on est très stressé, c'est comme faire du sport, là, pour le coup. Il vaut mieux carrément jouer plutôt qu'écouter. Ah, mais vous avez plein d'astuces. Vous allez me raconter ça. Venez avec moi. Ça fait. Marc Trévidic, merci pour ce livre passionnant, dans lequel on devine que la justice est dans un cycle assez particulier aujourd'hui en France. Elle est donc inscrite dans un mouvement où l'idéologie semble avoir gagné l'esprit des juges. Est-ce que vous pouvez essayer d'analyser ce phénomène et en quelle mesure ça peut être préoccupant? La justice fonctionne sous la pulsion des nouvelles lois qui sont de plus en plus fréquentes, qui elles-mêmes fonctionnent sur l'opinion publique, les médias. C'est un espèce de cercle comme ça. Il y a des grands courants. Après le courant MeToo, on a vu une profusion des plaintes pour viol, des procédures pour viol, mais des lois aussi, qui, en suivant ce terrain-là, va décider par exemple de criminaliser les rapports sexuels entre deux personnes s'il y a 5 ans d'écart. Alors qu'elles sont peut-être consentantes. Donc c'est très compliqué parce qu'on va rentrer dans une grande polémique de toutes ces lois-là, justement. Mais je pense que pendant très longtemps, on a négligé effectivement de prêter une attention suffisante à tout ce qui est agression sexuelle et viol. Il y avait des plaintes qui étaient mal prises ou pas prises. Et puis maintenant, il y a peut-être un excès inverse. Il faut retrouver un équilibre. Je pense que tous ceux qui sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles peuvent avoir du mal aujourd'hui à comprendre ce que je veux dire, mais la présomption d'innocence, elle doit s'appliquer à tout le monde. Et on dit beaucoup qu'aujourd'hui la justice est vraiment en faveur des femmes, mais qu'une femme qui veut simplement éloigner son mari par... C'est pour ça qu'il faut faire attention, d'autant que la justice est rendue par des femmes aujourd'hui, il faut quand même le comprendre. Le pourcentage de magistrats féminins chaque année de l'école de la magistrature, c'est plutôt 80% de femmes. Donc au fur et à mesure, ça commence à être important. Donc il faut que mes collègues femmes comprennent aussi que, attention, elles ont une fibre tout à fait logique qu'on comprend bien, mais là aussi, de la même façon qu'un juge ne doit pas se fier à sa première impression, sa conviction, etc., une femme doit oublier que, par moment, qu'elle est femme, quelque part, pour simplement voir... le justiciable. Le justiciable. Et la présomption d'innocence, oui, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire, un peu comme Orwell, que je citais dans le livre d'ailleurs, les hommes sont égaux entre eux, mais il y en a des plus égaux que d'autres. C'est dans la ferme des animaux. Enfin, c'est les hommes, c'est les cochons. Des plus égaux que d'autres. Voilà. Ouais. C'est pareil. Les hommes sont présumés innocents, mais il y en a des plus présumés innocents que d'autres. Il y a des catégories qui sont en train de se créer. Et s'ajoute à ça, si vous me permettez, cette impression que la victime aujourd'hui a un peu tous les droits et que le discours victimaire qui est omniprésent dans la société actuelle surenchérit un peu ce processus, ce phénomène. Alors il y a deux problèmes là-dedans d'abord. Il y a d'abord la victime directe, d'une infraction qui peut être très grave,
mais qu'on va positionner trop en victime tout le temps, pendant toute la procédure, pendant longtemps, et qui ne va jamais se reconstruire parce qu'elle est toujours dans la... Donc ça ne lui fait pas de bien, en fait. Et je me rends compte très bien, après ce long cursus d'une procédure pénale, comme dans la cour d'assises, on voit quelqu'un qui est dans un pire état qu'au début. Oui, qui n'a pas repris d'air. Non, parce qu'on l'a tellement enfermé dans son statut de victime, hein, que voilà, elle est... Et en plus, derrière, il faut bien le dire, tous ceux qui se présentent comme victimes de l'infraction principale. J'ai été très, très choqué parce que j'ai vu ma cousine complètement éplorée dans un état second à la suite de son viol. Et donc moi, je demande des dommages et intérêts. Il existe une caisse pour dédommager les victimes collatérales. C'est bien pour ça, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas l'accusé qui va payer, vous imaginez bien. Donc il y a le fonds de garantie des victimes d'infraction. Au début, le fonds de garantie indemnisait que les victimes du terrorisme. Ça avait été créé à la suite des attentats de 84, 85, 86, à l'inspiration de Rujewski, Madame Rujewski. Et après, ça a été étendu à d'autres infractions, de plus en plus, ce qui fait que le fonds de garantie paye les dommages et intérêts à la place de l'accusé. Il peut se retourner contre l'accusé, mais c'est d'abord l'État qui paye. Alors, c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infraction dans chaque tribunal, donc des magistrats qui fixent l'indemnité qui est attribuée à la victime, puisque parfois il n'y a pas de procès. Et donc c'est un dévoiement parfait. C'est un dévoiement parfait. C'est une solidarité, c'est-à-dire que la société, voilà, c'est un effet pervers. La société a décidé d'indemniser les victimes de graves infractions pénales, et du coup, tout le monde sachant que là il y a de l'argent, va tenter sa chance aussi. Hein. Marc Trévidic, pourquoi la justice ne s'excuse que très rarement lorsqu'elle a commis une erreur? Alors, tout d'abord, je pense parce que l'erreur, elle est assez commune. C'est rare qu'on ait une erreur qui soit qu'un seul magistrat. Parce que, ah oui, elle est collégiale. Elle est un peu collégiale, si vous voulez. Parce que c'est un long cursus. Pour ce qui est des affaires criminelles graves, où les gens font des détentions provisoires pendant longtemps, on va y avoir un juge d'instruction, un juge des libertés de la détention qui a mis en prison, une chambre de l'instruction qui n'a pas remis dehors, puis après une décision de renvoi devant la cour d'assises. Personne n'est vraiment responsable. C'est une chaîne de... C'est un peu comme le problème dans Outreau, si vous voulez. On peut en prendre un si on veut, c'est pratique, parce que la tête de Turc, c'est pratique. Comme je l'ai dit, une tête de Turc ne peut pas être tricéphale, il faut qu'il soit seul, le juge unique. Mais le fait est que globalement, c'est le système qui ne fonctionne pas quand il y a une erreur judiciaire. Donc une personne ne peut pas s'excuser au nom de tous. Si, parfois ça serait pas mal, parce que parfois il y en a un qui porte une responsabilité plus lourde que les autres. Mais vous, est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, en acquittant quelqu'un, bien sûr, de lui dire, voilà, au nom de toute la justice, du corps que je représente, je vous demande pardon. Bien sûr, mais de deux façons. D'abord, je lis toujours la motivation de ma décision publiquement, après le délibéré. Donc, on donne la décision, et je lis la motivation qui déjà contient l'opinion de la cour d'assises. Puis à titre personnel, après, quand quelqu'un a eu des conséquences très importantes, non seulement je m'excuse, mais je lui rappelle surtout que lui aussi peut être indemnisé pour sa détention provisoire. Là aussi, on a un système d'indemnisation des détentions provisoires injustifiées. Ou des préjudices injustifiés de manière générale. Et est-ce que vous, en tant que juge, il vous arrive de vraiment avoir une conscience peu tranquille? Vous savez, oui, parce que le problème de la collégialité, c'est que parfois, il y a des décisions qui ne sont pas la mienne de cour d'assises. Il y a, en première instance, 6 jurés, 3 magistrats professionnels, 9 jurés, 3 magistrats professionnels en appel d'assises. Et parfois, je motive une décision qui n'est pas la mienne. J'étais pas de cet avis. Et vous êtes obligé de la... Non seulement c'est moi qui dois la motiver, la porter, la lire, mais je me dis, en rentrant chez moi, j'espère qu'on ne s'est pas planté, quoi. J'ai confiance plus dans la collégialité que dans moi-même, c'est un peu le principe de base, mais il y a des fois quand même... Vous savez, ça se passe relativement bien souvent. Parfois, il y a quand même, il faut être honnête et ne pas parler sans tabou. Parfois, des compositions de jurés populaires, on n'a pas eu de bol, comme on dit. Oui, le quorum, ça arrive. Oui, c'est que l'équilibre du débat à l'intérieur, quand vous êtes en délibéré, n'était pas assuré. C'est des personnes qui avaient tous un point de vue... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour condamner une personne en première instance de cour d'assises, il faut 7 voix sur 9 au moins. Donc c'est une majorité qualifiée, c'est pas la majorité absolue de 5. 7 voix sur 9. Donc
il suffit quand même de pas grand-chose. Hein, et il y a des et vous, niveaux votre charisme à ce moment-là, le fait que vous ayez été juge antiterroriste, absolument... Oui, mais il y a des gens que vous n'arrivez pas, ils ont une conviction d'emblée au bout d'une demi-heure. Alors que vous faites que leur dire pendant les 4 jours d'audience, non, mais attendez la suite, vous faites pas une intime conviction trop vite. Et il y a parfois des gens qui, voilà, parce que ça prend pas toujours de juger. Ouais. Mais la plupart du temps, les jurés sont au contraire très très attentifs, ils font très attention, ils doutent beaucoup, ils prennent le temps. Je dirais à 95% des affaires. Mais il y a ces 5% où là, vous êtes face à un mur, parce qu'il y a 2-3 jurés qui sont complètement, parfois des problèmes culturels, concrètement, c'est-à-dire des perception, par exemple, d'un viol complètement décalé, des choses comme ça. Hein. Ce qui est passionnant dans ce livre, Justice présumée coupable, c'est qu'on sent votre amour pour cette maison. On sent que vous avez gardé cette espèce de tropisme qui vous a fait quitter Sciences Po avant le diplôme même, pour rentrer vraiment dans ce corps de la magistrature, avec l'impression que c'était l'endroit où vous étiez attendu, vous, Marc Trévidic. Et ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point votre regard critique, il est un regard presque avec un désir interne de le reconstruire autrement. C'est-à-dire, par exemple, vous dénoncez le fait que la génération Z, les nouveaux magistrats, ils ont un souci de leur équilibre personnel, ils veulent aller en vacances, alors qu'auparavant, dans notre génération, on travaillait 60 heures par semaine parce qu'on avait tellement cette soif de rendre justice et de faire son métier au mieux qu'on ne laissait rien au hasard. Sacerdoce. Et il semble que ce mécanisme sacerdotal est un peu disparu dans la nouvelle génération et que vous le déplorez. Est-ce que vous pensez que ça compromet la crédibilité qu'on peut accorder à cette justice française? C'est vrai de la police aussi, il y a des vieux policiers qui étaient un peu corvéables à merci aussi. Alors, est-ce que je le déplore? C'est-à-dire que je suis un peu obligé de le déplorer dans le sens où, avec les moyens qu'on a, si on ne met pas le maximum chacun, on ne risque pas d'y arriver. Quoi. On est une justice paupérisée. Donc c'est sûr que ça bloque et on voit effectivement, on comprend bien. Hein, on voit des dossiers d'instruction, par exemple, de temps en temps qui ne sont pas instruits, où c'est à minima complètement, où le minimum syndical a été fait, c'est qu'à le dire. Et on comprend bien. Alors quand on va en parler aux collègues, ah oui, moi j'ai 120 dossiers. Je dis, attends, j'en avais largement autant que toi quand j'étais à l'instruction, sauf qu'ils faisaient 80 tomes chacun. Hein. Donc voilà, donc, ok. Par contre, si je regarde ma vie privée, si je regarde ce que ma femme et mes enfants ont pu en dire et peuvent toujours en dire d'ailleurs, et ben eux, ils ne sont pas contents du tout de ma conception du boulot, qui est le boulot avant tout et le reste après. Donc je comprends aussi que ces générations, ils aient envie de vivre. Ils aient envie de vivre, oui. Ouais. Alors, j'aimerais bien maintenant qu'on parle d'une affaire qui m'a rendu votre personnalité assez familière, c'est l'affaire des moines de Tibérine. Donc, je rappelle l'histoire rapidement, 7 moines trappistes en Algérie, assassinés en 96 au moment où la guerre civile fait rage. Vous êtes chargé de cette enquête 20 ans après. Vous arrivez avec le régime algérien à négocier même une autopsie sur place. Il vous empêche de repartir avec les scellés. Ça, vous racontiez à un moment donné. Tout ça, c'est des souvenirs, mais c'est vrai que vous étiez à l'aéroport et qu'on vous bloque, on vous empêche d'aller sortir du pays. Cette mesure, est-ce que vous pourriez faire un lien? Et je vous demande peut-être d'être un peu plus agile que si on était devant une caméra. Ah, d'accord. Faites comme si elle n'était pas là. Est-ce que le lien avec l'incarcération de Boualem Sansal aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est parce que cette justice n'a pas été rendue et que la vraie culpabilité n'a pas été extrêmement, incontestablement désignée, fait que le régime algérien aujourd'hui, par la même conjonction des islamistes et de l'armée, peut se permettre de retenir un Boualem Sansal en prison? C'est le même régime algérien. C'est le même régime algérien qui n'a pas fait... qu'on n'a pas poursuivi. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est simplement que le système n'a pas changé depuis les années 90. Vous avez bien vu, ils ont voulu gommer, au contraire, complètement cette guerre civile idéologique religieuse des années 90, qui a été sanglante pour les Algériens. Et donc, on doit la gommer, il ne faut plus en parler. On revient à la libération des affreux coloniaux français. Voilà. C'est plus facile, 60 ans avant. Voilà, c'est super. Mais alors, les années 90, on gomme. Fini. Et puis, lors de questions qu'un écrivain ou n'importe qui en parle un peu trop souvent. Voilà. Donc, on met la poussière sur le tapis. Donc, c'est le refoulé qui devient épineux et qui fait qu'on surréagisse. Vous savez, moi, j'en ai côtoyé pas mal.
Je sais ce qu'est quelqu'un des services algériens, un vieux général, etc. Ce sont des gens qui ont été formés par le KGB. Il faut se replacer un tout petit peu. Je vous assure que ça donne une façon de penser, de voir le monde. Donc c'est quoi? C'est métallique, aucune empathie? Ouais, voilà, c'est ça. Aucune souplesse d'esprit? Non, on n'est que dans le calcul. Voilà, ils ont vraiment été formés par l'ex-Union soviétique, les services, et ils ont cette façon, cette déviance de l'esprit qui fait qu'ils ne progresseront pas. Donc c'est typique d'un régime qui ne peut que tomber à un moment donné et qui ne tombera pas de façon simple. Hein. Mais c'est passionnant parce que ce modèle-là que vous décrivez, il est aussi le modèle syrien sous Bachar el-Assad. Bien sûr. En fait, c'est le mélange de terreur qu'inspire cette hiérarchie sans vision, en fait, qui n'a que envie de se maintenir, et le citoyen qui est complètement écrasé par une machine. Oui, et puis l'idée qui est très soviétique aussi du bloc soviétique, est que si on lâche un peu, on va s'écrouler. Ce qui s'est passé d'ailleurs pour l'Union soviétique, parce que Gorbatchev a lâché un peu et ça s'est écroulé, donc ils le savent. Donc on ne peut rien lâcher. Si on lâche quoi que ce soit en termes de liberté, etc., on est mort. Ils sont dans cette logique. À quand le prochain livre de géopolitique de Marc Trévidic? Parce que il semble que vous avez beaucoup voyagé dans le cadre de vos instructions. Oui, je suis allé beaucoup. Je suis même alors j'ai beaucoup voyagé. Je suis aussi allé beaucoup en Algérie, même à titre privé. Je crois arabisant. Je crois que je vais plus pouvoir y aller, quoi. Après cette interview, c'est sûr. Bon, on pourra peut-être se raconter des trucs avec Boualem, mais je préfère ne pas éviter, si vous voulez. Éviter d'y aller, mais je dirais que je pense que la justice a ce rôle aussi de travail de mémoire qui permet à un peuple entier, à une collectivité, de dépasser ces inconscients, ces impensés. Et donc, ces moines de Tibérine, qui sont finalement, dont on ne sait pas encore complètement ce qui s'est vraiment passé le jour de leur mort, et de leur incarcération et de leur mort, eh bien, ça reste un impensé de la société algérienne, même si pour eux... Mais c'est très intéressant, parce que moi, je pense que votre vocation de magistrat peut aussi avoir un effet sur cet apaisement par rapport à l'histoire. Et à Médéa et à Tibérine, quand j'y étais, la population qui venait se recueillir, je parle algérienne, sur les tombes des moines, c'était plus qu'un impensé pour eux. C'est-à-dire qu'ils souffraient du fait que de ce qui était arrivé aux moines, eux avaient de l'empathie. C'est pour ça que je veux dire, il faut toujours faire la différence entre un régime, une politique et le peuple. Les Algériens, aucun problème. Il y a plein en France, j'en connais comme vous, comme tout le monde, c'est pas le problème. Mais donc il ne faut pas condamner une population et désespérer de cette population parce que le régime en place les opprime. De la même façon que voilà, il y a des gens actuellement qui sont en Israël qui sont contre la politique de Netanyahou, de la même façon, hein, si vous voulez. Donc en fait, ce sont des petits serments, c'est des sarments, des repousses d'une espérance pour le futur, en tout cas. Ah ben tout à fait. Merci Marc Trévidic d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette conversation un peu à bâton rompu. Justice présumée coupable, c'est vraiment un livre à lire parce qu'il est d'abord extrêmement accessible, mais par ailleurs, il est le fruit d'une expérience et d'une passion. C'est chez Albin Michel. Et on va suivre le prochain, parce que j'ai l'impression que vous êtes un écrivain qui ne s'arrêtera pas. J'espère, je vais souffler un peu quand même. Oui, c'est le moment de la promotion. Merci Marc Trévidic. Merci beaucoup, merci.